Bonjour à tous. Donc je m'appelle Denise Dalcara, je suis en effet directrice de recherche à l'Institut de la Vision. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la promesse de l'optogénétique dans le contexte tout particulier de soigner des maladies cécitantes de la vue qui sont à l'origine génétique. Donc la promesse de l'optogénétique, déjà je vais commencer par vous planter un petit peu le décor. Donc on va parler de la vision. La vision est sans doute notre sens le plus cher et ce qui est tellement particulier à nous, à l'espèce humaine, notre capacité à nous reconnaître en se regardant dans le visage, à lire, à admirer une œuvre d'art plastique. Tout ça, c'est vraiment unique à nous et c'est rendu possible grâce à notre vision. Et d'autres choses aussi qui est tellement essentielles dans notre survie, comme la navigation, surtout des choses complexes comme la ville. Notre quotidien, c'est vraiment rendu possible grâce à nos capacités à voir. Et vous pouvez imaginer combien c'est handicapant de vivre dans un monde sans lumière. Ça vous stresse de voir ça? Imaginez, fermez les yeux pendant juste 30 secondes. Avez-vous la sensation que votre monde sera petit? Vous devenez un petit peu plus méfiant? D'un coup, vous avez beaucoup moins d'informations qui vous viennent. Vos autres sens, maladroitement, essayent de compenser. Vous imaginez vivre ça au jour le jour? Pourtant, ça, c'est la réalité de 360 millions de personnes, selon l'OMS. Ils vivent avec une déficience visuelle, dont une trentaine de millions sont complètement aveugles. Donc la question que moi je me pose depuis une vingtaine d'années, c'est comment développer des thérapies innovantes pour permettre de recouvrir la vue. Eh bien, c'est un problème complexe, presque il faut y penser comme c'était un des 7 miracles, avec la particularité d'être celui où il a fallu que Jésus s'y prenne en 2 fois pour y arriver. Comment rendre la vue aux aveugles? Eh bien, pour y voir clair, il a fallu qu'on pense un petit peu autrement. Et nous, la miracle dans le domaine scientifique, ça se passe, dans les biotechnologies en tout cas, par l'arrivée à maturité de plusieurs technologies et la rencontre fortuite entre ces technologies. Donc l'optogénétique, la technologie dont je vais vous parler, est une sorte de rencontre entre le génétique et l'optique. Et l'alliance des deux nous permet aujourd'hui d'envisager plein de choses incroyables dont je vais vous parler. Comment ça a été découvert? Eh bien, c'est le génétique qui commence, qui dit les gènes, on commence à avoir accès à l'information génétique, avoir des grandes bases de données génétiques. Si on avait la possibilité de trouver des gènes qui relient le signal lumineux à une activité cellulaire, ça serait super intéressant parce que ça voudrait dire que si on a un gène qui code une fonction qui permet de lier la lumière a une fonction, on peut télécommander les choses, comme je fais avec mon pointeur. Et ça serait fabuleux pour disséquer des réseaux de neurones, comment ils sont interconnectés. Et l'activité neuronale est en fait, à la base de ça, il y a des flux de neurones, de flux nerveux et générés par une modulation de potentiel de membrane. Et si on pouvait contrôler ça par la lumière, on arriverait à aller bien loin dans les neurosciences. Donc ça, c'était un peu l'idée de base. Et on savait déjà que dans nos corps, il y a des protéines qui captent la lumière, des petites antennes qui permettent de voir déjà. Mais en fait, le problème avec nos protéines, c'est qu'ils sont complexes. Ils ont besoin de toute une cascade pour créer ce flux nerveux. Donc les chercheurs allemands, au début des années 2000, ils ont cherché dans des bases de données génétiques pour des séquences semblables à nos opsines, mais qui sont beaucoup plus simples, donc qui n'ont pas besoin de capside. Et ils ont découvert que chez une algue, que je vous montre ici sur l'image, qui s'appelle le Chlamydomonas reinhardti, qui a une telle protéine qui, par son simple action, arrivait à générer un flux nerveux sous l'effet de la lumière. Donc ils ont lié ça avec notre capacité à sculpter, contrôler temporellement, très précisément la lumière, et voilà est née l'optogénétique. Donc l'idée, c'est de prendre une petite protéine qui est exprimée à la surface des algues et des micro-organismes et qui leur permet tout simplement de se localiser là où les conditions lumineuses leur sont favorables dans leur niche.
Et on va prendre cette petite protéine, on va essayer de l'insérer dans le tissu nerveux qu'on appelle la rétine, qui tapisse le fond de l'œil. C'est là où les signaux lumineux sont convertis en signal de flux nerveux qui est envoyé au cerveau et grâce auquel on perçoit notre monde. Donc on va prendre une petite protéine qui est exprimée par un gène codé dans un micro-organisme et on va l'envoyer jusqu'à un œil humain. Le miracle est là-dedans. Comment on va faire une tâche aussi improbable? On va devoir passer par un transfert de gènes. Donc on prend un gène d'un organisme, on le transfère dans un autre, et ce transfert va se faire par le biais d'un vecteur. Et c'est la base en fait de tout un tas de nouvelles façons de se soigner qu'on appelle la thérapie génique. C'est justement cette utilisation de gènes pour soigner une maladie. Et les vecteurs là-dedans, donc le transporteur est extrêmement important. Donc le vecteur, qu'est-ce que c'est? On peut imaginer prendre cette séquence d'ADN, le mettre dans une enveloppe, marquer l'adresse à la destination de telle cellule et l'envoyer. Ça, c'est le concept. Mais comment fait-on en réalité dans notre monde? Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde biologique, qui est merveilleusement divers et complexe, cette enveloppe, ça va ressembler à un virus. Ça vous fait peur? En effet, moi aussi, ça me faisait peur. Mais on a appris, en fait, qu'il y a déjà des virus qui ne sont pas du tout nocifs pour l'être humain. Notamment un virus qu'on appelle le virus adéno-associé. 80% de nous ici présentes l'ont déjà dans notre corps, mais on n'est pas malade parce que c'est un virus qui est complètement inoffensif. Il va nous infecter, mais il ne va pas engendrer de maladie. Donc la découverte de ce virus a été extrêmement importante pour avancer ce type de thérapie génique. Et il fallait après trouver des façons de modifier ce virus pour qu'il ne cible que ce qui nous intéresse comme cellule. Et bien sûr, il fallait aussi trouver le moyen de le vider, lui, de ses informations génétiques à lui, qui ne disent à la cellule juste « réplique-moi, réplique-moi », les remplacer par des séquences qui nous intéressent. Donc la séquence codante pour le channel rhodopsine. Et donc moi, je me suis spécialisée dans la décoration de ces virus, donc en utilisant des méthodologies de bio-ingénierie. On a réussi à comprendre comment le capsid viral il se met ensemble, comment on peut le vider de cette séquence et comment surtout on peut le décorer pour qu'il aille cibler les cellules qui nous intéressent au fond de l'œil. Donc tout ça, toutes ces connaissances en optique, en génétique, en virologie, en vectorologie mis ensemble, avec 15 ans d'années de travail, nous a permis d'envisager qu'on peut en effet prendre un virus, à l'intérieur implémenter une séquence donc, qui vient d'une algue, donc une version avancée de la channel rhodopsine qu'on a utilisée, et on peut injecter dans l'œil d'un patient qui a une forme de cécité aveugle, qui a fait que ces cellules qui capturent normalement la lumière ne sont plus là. On peut transformer d'autres cellules qu'il a à notre disposition dans sa rétine, dans ce type de cellule qui va capter la lumière grâce à l'information génétique de l'algue. Et on peut aussi envisager des lunettes qui vont amplifier la lumière et l'envoyer à sa rétine avec la bonne longueur d'onde, à la bonne intensité. Et tout ça va pouvoir se transformer en miracle qui permet de regagner la vue. Et dans une collaboration entre l'Institut de la Vision où je travaille et un spin-off de l'Institut qui s'appelle GenSight Biologics, nous avons fait toutes les étapes nécessaires à la démonstration de la faisabilité de ce process complexe qui nous ont permis aujourd'hui de voir que nos efforts ont été à la hauteur de notre ambition. On a pu montrer que chez un premier série de patients traités avec cette approche, le patient que je vous montre ici, sur lequel nous avons publié une étude qui nous a permis de voir que le patient, avec son œil traité et avec ses lunettes allumées, arrive à percevoir, localiser, compter et toucher des objets qu'il n'est pas du tout capable de faire en absence de ces technologies. Et donc, il a une récupération partielle de la vue, et pas juste une vue où il va voir un gros carré noir sur un fond blanc, mais une vue où c'est une petite bouteille de gel hydroalcoolique qu'il va pouvoir attraper, alors qu'il était complètement aveugle par avant. Et non seulement ça, on avait pu faire des enregistrements électroencéphaliques multicanaux qui ont permis d'une façon objective de
corréler l'activité visuelle avec l'activité dans le cerveau du patient qui arrive uniquement à l'utilisation des lunettes avec son œil traité, qui a été une première démonstration que l'optogénétique peut être utilisée pour soigner. Et le miracle derrière tout ça, c'est non seulement donc la terra incognita que nous explorons aujourd'hui pour développer les thérapies innovantes est extrêmement vaste, mais il y a besoin d'une équipe extrêmement performante pour pouvoir explorer ce territoire vaste. Et il va falloir monter aussi des canaux de communication dans ces disciplines. Donc, dans cette grande équipe que vous voyez ici, constituée des cliniciens, des électrophysiologistes, des neurobiologistes, des biologistes moléculaires, tout ça, il faut qu'ils puissent se parler et ramener leurs connaissances et fluidifier ce passage d'informations interdisciplinaires afin d'amener tout ça au service des patients pour soigner. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, je suis très heureuse et très honorée de pouvoir vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'utilisation de ce qu'on appelle des organoïdes pour comprendre le développement du cerveau et essayer de développer des voies thérapeutiques. Donc, les troubles de développement du cerveau qu'on appelle neurodéveloppement sont en fait un problème de santé majeur. Il y a 10% des enfants, 10% des naissances qui sont atteints. Et on a également des handicaps cognitifs, comportementaux, moteurs lourds à vie. Et c'est un véritable défi thérapeutique dans le sens où ce sont des maladies très hétérogènes. Même pour une même mutation, on peut avoir un tableau clinique très différent. Donc c'était un peu désespérant. Mais nous avons, dans le monde, pas seulement moi, trouvé des points communs entre ces maladies, des convergences, que ce soit pour des maladies du cerveau, de développement du cerveau qui soient d'origine génétique, on a des mutations, ou bien des maladies du développement du cerveau qui sont dues à des agressions prénatales avant la naissance. Et ces deux types de maladies donnent lieu à des dérégulations de gènes, soit parce que le gène est invalidé par une mutation, soit parce que son activité, son expression, est endommagée par ce stress prénatal. Et en fait, on a des familles de gènes comme ça, donc des gènes qui contrôlent la formation, l'activité des synapses, ça c'est pas très étonnant. Des acteurs épigénétiques, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais vous parler de la réponse au stress. Ça déclenche en fait des réponses au stress anormales, et ça c'était assez contre-intuitif par rapport en tout cas aux maladies génétiques. Et toutes ces dérégulations finalement conduisent à des défauts neurodéveloppementaux comme déficit intellectuel, troubles de l'attention, autisme, mais aussi chez le jeune adulte, le développement accru, le risque de développer des maladies neuropsychiatriques, schizophrénie, dépression, etc. Donc quelques exemples, vous connaissez sûrement l'autisme avec des aspects génétiques, des gènes justement liés aux acteurs épigénétiques, des gènes liés aux synapses, mais aussi le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc le fœtus a été alcoolisé à travers le placenta pendant la grossesse, et ça représente dans le spectre large 1% des naissances quasiment. Donc, et aussi des maladies qui sont dues à des infections microbiennes, virales ou bactériennes, qui induisent des défauts de ce qu'on appelle la substance blanche dans le cerveau et un risque vraiment très accru de développer un spectre autistique. Alors nous, ce que nous avons montré, c'est que des voies de réponse au stress sont impliquées dans le développement normal du cerveau. Ça, c'était tout à fait inattendu parce que ce sont des facteurs, les facteurs HSF, qui sont silencieux dans vos cellules, et dès qu'il y a un stress, ils s'activent et ils vont monter une réponse cellulaire qui va permettre de réparer les dommages faits aux protéines par exemple des expositions à des toxiques comme l'alcool, des expositions aux métaux lourds, des élévations de température de quelques degrés, etc. Et nous avons pu montrer qu'en fait, cette voie était également dérégulée
dans des maladies génétiques comme le syndrome de Rubinstein-Taybi. On a une mutation sur un acteur épigénétique qui n'a rien à voir avec la voie HSF apparemment. Et puis un autre syndrome également dans lequel il peut y avoir plusieurs gènes mutés, dont parfois le gène HSF2. Et dans ce cas-là, on a une activité réduite de cette voie de réponse au stress. Par contre, dans le cas de l'alcoolisation fœtale, on va avoir une activité qui est exacerbée. Et dans les deux cas, en fait, ça perturbe des grandes familles d'expression de gènes, des grandes familles de gènes qui contrôlent le neurodéveloppement à toutes les étapes. Donc en fait, on s'est dit, mais ma foi, puisque cette dérégulation de cette voie HSF est commune à de nombreuses maladies génétiques ou environnementales, peut-être que l'on peut capitaliser sur cette voie pour construire des stratégies thérapeutiques. Alors là, on se heurte à un autre problème, c'est que le cerveau, fœtal en particulier, est un organe inaccessible. On a appris beaucoup de choses sur le neurodéveloppement grâce à des modèles animaux, mais vous imaginez bien que tant d'un point de vue de la durée du neurodéveloppement chez la souris par rapport à l'homme, ou bien la complexité du cerveau de l'homme par rapport à la souris, il y a de grandes différences. Et on avait vraiment besoin de modéliser ce neurodéveloppement dans des systèmes en culture, en 3 dimensions. Et ça a été rendu possible par en fait, les travaux de ces 2 scientifiques qui ont été nobelisés, qui nous ont permis maintenant de reprogrammer en cellules souches qui sont capables de donner tous les tissus d'un organisme, dont les tissus nerveux, quand on part de cellules différenciées des cellules des tissus. Donc par exemple, avec des règles éthiques très strictes bientôt, bien sûr, on peut avoir accès à des biopsies de peau, par exemple, on va pouvoir dériver des fibroblastes, les reprogrammer en cellules souches, qu'on appelle des IPS, et puis les engager dans une voie de différenciation nerveuse, soit en 2 dimensions, soit en 3 dimensions, et c'est ce qu'on appelle les organoïdes cérébraux. Donc en fait, voilà à quoi ça ressemble un organoïde, c'est assez horrible, c'est une sorte de grosse boule torturée, avec des petites vésicules là, vous voyez, qui ressemblent à un cortex humain en développement. Et c'est vraiment important parce qu'on peut maintenant explorer le neurodéveloppement à des états très très précoces, ce qui était totalement impossible. Et c'est très important parce qu'il y a une équipe aux États-Unis de Paola Arlota qui a montré que, par exemple, dans des cas d'autisme génétique, 3 gènes différents qui n'ont pas les mêmes fonctions, on a pu voir très tôt dans le développement, dans la prolifération ce qu'on appelle des progéniteurs neuraux qui vont donner les neurones, des défauts qui conduisent en fait à perdre un certain nombre de neurones, de sous-types de neurones spécifiques. Donc, si on part de donneurs sains, en fait, on arrive à récapituler quasiment totalement la diversité des types cellulaires qui peuvent exister dans un cerveau en développement. On garde une structure anatomique avec des cellules en division, les progéniteurs, là, qui vont se diviser avec une organisation radiaire et qui vont ensuite donner des couches de neurones qui vont s'installer de façon concentrique comme ça. Et on peut même vous montrer qu'il y a des circuits neuronaux qui sont fonctionnels. Alors bien sûr avec des limitations. Et dans notre cas, nous avons pu montrer que cette voie HSF qui était défectueuse dans les patients Rubinstein-Taybi, dans les organoïdes, c'était effectivement corrélé à ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire des caractéristiques anormales dans les organoïdes. Ici, vous avez par contre l'exemple d'une culture en 2 dimensions. Vous voyez que les progéniteurs neuraux, ils forment des petites rosettes comme ça, qui sont organisées de façon radiaire. Et cette organisation est totalement perdue, ou quasiment totalement perdue chez des patients. Et on a aussi, quand on regarde les organoïdes, des divisions cellulaires qui se passent au mauvais endroit. Par exemple, cette division, vous voyez, vous avez une petite lumière là dans laquelle circule un liquide qu'on pourrait assimiler au liquide céphalorachidien. Vous avez cette ceinture verte qui borde cette lumière et vous avez des divisions cellulaires. Elles doivent se passer vraiment en interaction avec cette ceinture verte. Et chez les patients, elles se placent à distance. Et tout ceci, en fait, ce sont des signatures de défauts d'adhérence de cellule à cellule. Et ces mécanismes d'adhérence sont absolument cruciaux pour toutes les étapes du développement du cerveau. Alors, comment va-t-on faire pour développer une voie thérapeutique en utilisant ces facteurs HSF? Eh bien, on va comparer des cellules malades avec des cellules restaurées, non pas pour la mutation qui nous intéresse, parce que sinon on ferait juste un design pour une maladie, il y en a 200 autres, mais uniquement pour la voie HSF. Et pour ça,
on va utiliser ce qu'on appelle l'édition du génome pour récupérer un facteur HSF fonctionnel en utilisant ces ciseaux moléculaires dont vous avez sans doute entendu parler, qui ont été développés par ces deux scientifiques qui ont également eu le prix Nobel. Et puis on peut aussi manipuler, on a un composé actif qui peut manipuler ce facteur. Et l'idée, c'est qu'on va dériver des cellules malades, on va dériver des organoïdes malades et des organoïdes restaurés pour la voie HSF. Et on va pouvoir comparer l'expression des gènes dans chaque cellule pour découvrir des nouveaux mécanismes moléculaires, mais aussi comprendre la diversité cellulaire qui, on le sait déjà, est appauvrie ici, mais la caractériser, et puis vraiment trouver des caractéristiques, des traits phénotypiques qu'on va pouvoir utiliser dans la partie à visée médicale. Donc il va falloir identifier des traits fonctionnels les plus pertinents pour aller vers la thérapie. Et pourquoi? Parce qu'on veut apprendre à un microscope à haut débit, à haut contenu, à distinguer à 100% des cellules, des organoïdes malades, des organoïdes restaurés pour la voie HSF. Et pour ça, on couple ça de l'intelligence artificielle. Donc on travaille avec une équipe à l'École normale supérieure et avec une compagnie privée. Et cette compagnie est capable ensuite de cribler des composés actifs, des potentiels futurs médicaments, pour trouver ceux qui vont normaliser les phénotypes malades, les améliorer, dans des phénotypes qui seront similaires à ceux qui sont caractérisés par la restauration de la voie HSF. Et comme ça, on peut espérer trouver des composés qu'on va pouvoir utiliser dans différentes maladies où il y aura des mutations et qui seront accompagnés de la perturbation de la voie HSF. Alors, ça, c'est très beau, mais on a encore des grosses limitations avec les organoïdes. D'une part, on fait des organoïdes cérébraux, il n'y a pas de vaisseaux sanguins. Or, les vaisseaux sanguins sont cruciaux pour l'organisation du cerveau et en particulier la capacité à fabriquer des neurones. On n'a pas de sang, donc on a des problèmes d'oxygénation, de la mort cellulaire, on n'a pas de nutriments non plus. Et puis surtout, on n'a pas de stimuli sensoriels qui viennent d'autres organes, comme par exemple relier effectivement une rétine à un organoïde cérébral, ce serait tout à fait important. Il ne faut pas négliger l'impact psychologique que peuvent avoir nos travaux. D'une part, de ne pas susciter des espoirs démesurés. Effectivement, un gros projet de recherche, ça dure 15 ans, 10 à 15 ans. Et alors, le côté passé au médical, c'est au moins aussi long. La route est encore longue. Le fait de fabriquer des organoïdes cérébraux, des mini-cerveaux en culture, où les gens se demandent si ça ne pense pas à côté d'eux, c'est quand même aussi très important par rapport aux organoïdes cérébraux. Et puis, nous avons des patients qui sont des enfants, et la plupart du temps avec des déficits intellectuels. Donc ça les place, eux et leurs familles, dans une position tout à fait particulière dont il faut que nous tenions compte. Par rapport à des faux espoirs, par rapport à des craintes, justement, est-ce qu'on va me réinjecter les organoïdes, etc. Donc ça soulève aussi des questions philosophiques importantes. Et une des choses que nous sommes en train de faire, c'est de faire un petit film pour expliquer aux patients et à leurs familles à quoi servent nos recherches, comment on s'oriente, ce qu'ils peuvent espérer ou pas. Donc merci beaucoup. Je remercie mon équipe, je remercie l'unité dont je suis responsable et les sponsors, mes collaborateurs en France et à l'étranger, et puis vous pour votre attention. Bonjour, oui, vous m'entendez bien? Bonjour, un grand merci pour l'organisation de cet événement que je trouve vraiment fabuleux. Le programme est vraiment alléchant et merci à vous de votre curiosité pour venir y participer. Donc moi, je suis épidémiologiste à l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble et je me suis penchée sur la question « Comment mieux se soigner demain ?» qui est la question finalement centrale aujourd'hui. Comment mieux se soigner demain, mais globalement, pas forcément une maladie particulière. Vous avez des idées? Je vous donne une piste. Là, vous avez, on en a entendu beaucoup parler cet été, les feux de forêt. Comment protéger nos forêts? Comment protéger nos forêts? Éviter de faire le pompier. Éviter de faire le pompier, c'est prévenir. On sait aujourd'hui qu'un feu sur deux, c'est les conséquences d'une imprudence. Donc il s'agit juste de changer notre comportement, et par ce biais-là, on protège nos forêts.
Donc, si je reviens, comment mieux se soigner demain? Vous l'avez là. La prévention, super, il y en a qui suivent. Rester en bonne santé tout au long de sa vie. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon, finalement, de se soigner demain? La prévention, selon l'OMS, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait? On a vu, hein, travailler sur la génétique, c'est très long, c'est très fastidieux, c'est super que ça se fasse. Bien sûr, l'innovation thérapeutique est importante, mais finalement, est-ce que ce n'est pas l'environnement sur lequel on peut agir, nos comportements, l'environnement sur lequel il est plus facile, finalement, d'avoir des actions? Alors finalement, qu'est-ce que l'on sait du lien entre environnement et santé? Et pour bien comprendre, c'est important de revisiter un petit peu ce lien au cours du temps. C'est clairement pas une idée récente, hein. Hippocrate, 500 ans avant Jésus-Christ, écrivait dans son traité Air ou Lieu que pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les divers états du sol et le genre de vie des habitants. 500 ans avant Jésus-Christ, l'environnement est là par rapport à la santé. Et ensuite, on a affaire au milieu du 19e siècle à une médecine sociale, c'est-à-dire une médecine qui va intégrer la dimension vraiment sociale pour faire face en particulier aux maladies infectieuses qui sévissent vraiment à l'époque. Donc le paradigme à cette époque repose vraiment sur le contrôle de l'eau, le contrôle de l'hygiène de la population, le contrôle des déchets. Donc on voit, on contrôle l'environnement. Un exemple particulièrement frappant, c'est l'épidémie de choléra en 1805 à Londres, dans laquelle John Snow, à l'époque on pensait vraiment que ça passait à travers via l'air, c'était transmis via l'air. Et finalement, John Snow, un médecin qui finalement avait une petite fibre épidémiologique, a mis en évidence que c'était l'approvisionnement en eau qui était responsable de cette épidémie de choléra et a permis, en contrôlant cet approvisionnement en eau, finalement à contrôler l'épidémie de choléra à Londres en 1805, alors qu'à l'époque on ne connaissait rien au choléra. Donc vous voyez où l'environnement a un rôle vraiment dans la médecine finalement à travers cette dimension plutôt sociale. Et puis ensuite, petit à petit, et surtout sur la période d'après-guerre, finalement, on va avoir affaire à une dominance du modèle biomédical. Tout va s'orienter autour des hôpitaux, la santé va être vraiment, finalement, la gestion du malade. Donc, ça va mettre vraiment en avant l'innovation thérapeutique, non sans intérêt bien sûr, c'est important, mais petit à petit, dévaloriser le regard qu'on peut avoir par rapport à l'impact de l'environnement sur la santé. Et tout cela s'est effectué non sans lien avec ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Alors, la transition épidémiologique, c'est le fait qu'on ait eu une diminution de la mortalité au cours du temps. Vous le savez très bien, notre espérance de vie est bien plus importante qu'elle ne l'était les siècles derniers, mais en parallèle avec une modification des causes des décès. Si 2 siècles auparavant, la proportion des décès attribuables aux maladies infectieuses était très importante, comme vous le voyez ici, la proportion des décès liés aux maladies infectieuses a clairement diminué, mais cela au profit des maladies chroniques. Les maladies chroniques, c'est quoi? Ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, les pathologies respiratoires chroniques, le diabète, et j'en oublie. Aujourd'hui, ces maladies chroniques, c'est plus des 2/3 des décès dans le monde. Alors, à quoi elles sont dues? Bien sûr, la génétique joue un rôle dans la plupart de ces pathologies chroniques. Mais pour toutes ces pathologies chroniques, on a vu une augmentation de la prévalence. La prévalence, c'est le nombre de malades dans la population. Si vous prenez l'exemple de l'asthme, c'est une maladie dont la prévalence a doublé en quelques décennies seulement dans des régions du monde sur la deuxième moitié du siècle dernier. La génétique ne peut en aucun cas expliquer cela. Il s'agirait d'une dérive génétique qui prend des générations et des générations. Donc en aucun cas, ça peut être lié à la génétique. Ça ne veut pas dire que la génétique n'est pas impliquée dans le développement de l'asthme, bien sûr, il y a des facteurs génétiques, mais le rôle majeur de l'environnement, vraiment, l'environnement qui a été modifié au cours du temps, soit parce que c'est des nouveaux facteurs environnementaux auxquels on est exposé, soit parce que la nature de ce facteur environnemental a été modifiée. Et alors, différents éléments montrent bien qu'il y a un rôle vraiment majeur de l'environnement. Ce que je vous disais, c'est prévalences qui ont augmenté très rapidement. Et puis l'autre chose, c'est que cela, on l'a vu au moment où on a eu affaire à une profonde transformation de la société.
avec un changement de nos comportements. On ne mange plus du tout pareil que quelques siècles auparavant. On a une activité physique qui a clairement diminué. Et puis aussi en parallèle, la révolution chimique. Au même moment où je vous parle, je respire un air qui est pollué de multiples polluants chimiques auxquels finalement on n'était pas exposé avant parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Donc on est exposé aujourd'hui à un ensemble de polluants chimiques qui est donc avec un environnement bien plus complexe qu'il ne l'a été. Donc comment on fait pour, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on comprend le rôle de l'environnement, en tout cas l'intérêt de s'intéresser au rôle de l'environnement, comment on fait en pratique pour essayer de mettre en évidence l'impact de l'environnement sur la santé? Et là, c'est le domaine de recherche de l'épidémiologie environnementale qui va donc chercher vraiment à identifier ces facteurs de risque environnementaux. En pratique, on va se baser sur différents outils, mais je vais vous parler aujourd'hui de la cohorte prospective, qui est l'outil, le gold standard, celui qui est le plus important dans le contexte de la mise en évidence de facteurs de risque environnementaux. Donc comment on fait? On va prendre un groupe de participants qui sont volontaires pour nous donner des informations en continu. Par exemple, si je m'intéresse au rôle, on en a parlé un petit peu avant, des expositions prénatales sur la santé de l'enfant, je vais demander à toutes les femmes qui consultent dans des cabinets d'échographie de la région grenobloise de participer à une cohorte pour essayer de mieux comprendre le rôle de l'environnement sur la santé. Pour celles qui participent, on va les suivre tout au long de leur grossesse, mais ensuite on va suivre leurs enfants. Et on va recueillir de l'information sur leurs expositions, à travers des questionnaires, à travers des marqueurs biologiques, à travers d'autres systèmes d'information géographiques, mais globalement, pendant tout le suivi, je vais recueillir des expositions. Et en parallèle, je vais mesurer aussi leur santé. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a certains enfants qui vont déclarer certaines maladies, et puis d'autres pas. Et puis ensuite, c'est le rôle des statistiques de mettre en relation les associations entre l'environnement que j'aurais mesuré ici et les paramètres de santé. Donc ça, c'est vraiment le principe des cohortes épidémiologiques que l'on met en place. Alors, ce qu'on a beaucoup fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on ciblait un seul facteur environnemental. Par exemple, le tabac, qui est un des premiers facteurs environnementaux auxquels on s'est intéressé, c'est récent, 1950, en épidémiologie, dans lequel on a mis en évidence le rôle du tabac sur le cancer du poumon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On compare les gens qui ont fumé par rapport aux gens qui n'ont pas fumé pour regarder s'ils ont plus souvent déclaré le cancer du poumon. Pour le cancer du poumon, c'est facile, le risque est de 9, donc ça se voit presque, c'est très facile à mettre en évidence. C'est un tel facteur de risque sur le cancer du poumon. Ensuite, on s'est intéressé à d'autres polluants, par exemple la pollution atmosphérique à partir des années 80, et puis ensuite des polluants chimiques, plus récemment, notamment le bisphénol A, quant à leur impact sur différents paramètres de santé. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin? C'est-à-dire, quand je regarde l'effet du tabac, est-ce que je peux vraiment réduire l'information de l'environnement de mon individu ici à son comportement tabagique? À côté qu'il fume, en fait, il va boire plus ou moins d'alcool. Il va manger plus ou moins sainement. Il va vivre dans un environnement plus ou moins urbain ou rural. Il va avoir des activités complètement différentes, certains avec de l'activité physique et d'autres très sédentaires. Et donc, comme je me limitais finalement au tabac, vous savez, vous connaissez bien cette figure, c'est-à-dire qu'un aveugle qui cherche à quoi il a affaire, systématiquement, il se trompe parce qu'il ne voit pas l'effet global. C'est ce qu'on a fait jusque-là dans les études d'épidémiologie environnementale, c'est qu'on ciblait un seul facteur environnemental et on oubliait un petit peu tout ce qui se passait à côté, alors que dans la vie réelle, on est exposé continuellement à plein de facteurs environnementaux. Donc on est un petit peu en décalage. D'où l'idée de développer ce qu'on appelle l'approche exposome, qui est un mot qui est apparu il y a une quinzaine d'années. Exposome, c'est l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels un individu est exposé depuis sa conception. Alors comment on fait? Dans ce cas, on va mesurer à partir de multiples outils, des questionnaires, des systèmes d'information géographique, à partir de photos, à partir d'échantillons biologiques, à partir de différents appareils, les facteurs environnementaux pour toute une cohorte. Et puis ensuite, dans la première ère de l'exposome, c'est ce qu'on faisait à peu près il y a 10 ans, on regardait chacun des facteurs environnementaux successivement sur un paramètre de santé. Par exemple, la fonction pulmonaire. C'est une première étape, mais quand je fais ça, je n'agrège toujours pas tous les facteurs environnementaux.
C'est-à-dire, je les regarde toujours un petit peu les uns derrière les autres. C'est une avancée par rapport à ce qu'on faisait avant, parce que sur une même population, je vais pouvoir un petit peu hiérarchiser les facteurs environnementaux les plus à risque, mais ça reste un tout petit peu limité, parce que je ne les prends toujours pas tous en compte pour avoir une vision plus globale. Et ça, c'est les travaux qu'on développe actuellement. C'est plutôt donc d'essayer, avec des méthodes statistiques avancées, d'essayer d'intégrer l'ensemble de ces facteurs environnementaux pour comprendre leurs interactions. Leurs interactions, ça veut dire que vous pouvez avoir un facteur environnemental qui a peu ou pas d'effet sur la santé, pas détectable en tout cas, mais si vous le prenez avec d'autres facteurs environnementaux, ils vont se potentialiser, au contraire, se rendre plus délétères. Donc, si on les regarde de façon isolée, on ne voit pas leur impact, mais le fait de les prendre ensemble peut vraiment, c'est l'effet cocktail, qu'on appelle ça aussi, peut vraiment avoir un impact plus important sur la santé. Donc nous, on prend tous les individus et toutes leurs expositions environnementales, et compte tenu de leurs expositions environnementales, on essaie d'identifier différents profils d'individus qui correspondent à différents profils de leurs expositions environnementales, et ensuite, ces différents groupes d'individus, je vais les mettre en lien avec les paramètres de santé. Voilà un petit peu ce vers quoi on évolue aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre le rôle de l'environnement sur la santé. Et au milieu de tout ça, voilà, l'épidémiologie environnementale va être vraiment un outil central pour quantifier le fardeau des maladies dues aux facteurs environnementaux et identifier les stratégies de prévention pour à terme vraiment prévenir le développement des maladies à l'échelle des populations et donc ne plus avoir à faire le pompier. Merci.